Tu t'appelles Alex? Oui. Salut Alex. Bonjour. Tu veux te présenter? Tu veux te dire, tu peux te présenter physiquement, t'es qui? Je suis qui? J'ai 36 ans. Qu'est-ce que je peux dire? Physiquement, plutôt ordinaire. Pas le grand sportif. Voilà. Et je ne saurais quoi dire. Tu veux quel aspect, en fait? En gros, l'idée, c'est, imagine des gens nous écoutent et on va parler de ta sexualité. Qui es-tu hors de la sexualité? Pour un peu donner à voir, à entendre. Très humain. J'ai un métier où je transmets beaucoup, où j'accompagne beaucoup les gens sur plein d'aspects, sur plein de choses. Très curieux, donc très ouvert, jamais dans le jugement, et j'ai quand même eu beaucoup de chance. Et puis très critique, très exigeant aussi, même si je suis pas dans le jugement, il y a des moments où quand même je vais quand même être très exigeant. Enfin voilà, faut équilibrer à un moment donné. Et ouais, je pense qu'on peut globalement voir à peu près le genre d'humain que je peux être. T'es à l'aise de dire où tu habites ou à peu près vers où tu habites? En Pays de la Loire. Ouais, mais je trouvais ça important parce que j'ai pas envie d'avoir que des Parisiens. Donc du coup, je trouve ça cool. Tu as dit, t'as eu de la chance. Ça veut dire quoi? J'ai eu de la chance dans la vie sur certains aspects. J'ai eu de la chance sur la manière dont j'ai pu vivre mon homosexualité. J'ai eu de la chance sur la manière dont ça a été accepté par mes proches. J'ai eu de la chance juste d'être moi à quelque part, d'avoir cette résilience naturelle, d'avoir cette curiosité, d'avoir une grande autonomie assez tôt, et à pas chercher à compter sur les autres, et je le remarque chez si je dois me comparer à certains, ce que j'évite de faire, mais je le remarque quand même que il y en a certains qui vivent mal ou qui ont mal vécu certains moments de leur vie, et pour qui ça semble être encore une montagne à gravir et quelque chose de difficile. J'ai forcément pas eu toujours toute la vie facile. J'ai aussi pris des risques, j'ai aussi connu la merde, mais ouais, globalement, je trouve que j'ai quand même eu de la chance de pouvoir aujourd'hui, à seulement 36 ans, pouvoir me dire, bah, j'ai vécu tout ça, et je suis serein avec tout ça, je sais où je vais, je suis capable d'analyser quand même les situations, de juger correctement, de juger mes relations avec les autres, qu'est-ce que j'attends des autres, que ce soit dans mes relations amoureuses ou juste sexuelles, ou les amis, ou les collègues, ou voilà, tous les types de relations. Tu dis, j'ai plutôt été bien accueilli, bien accepté par mes proches dès le début. T'as grandi où? J'ai grandi où? En fait, t'as clairement un accent, donc j'ai envie de savoir... Ouais, mais il n'y a pas de lien direct, je pense, parce que j'ai grandi en campagne, et que... au Québec, bien sûr. Et que ça a pas... J'étais pas dans un milieu très tolérant non plus, même si ça l'était un peu plus qu'ici quand même, mais pas très tolérant, et bon, ça a pas changé grand-chose, je pense. Non, j'ai eu de la chance parce que mes parents l'ont accepté assez facilement, parce que je suis arrivé à la génération où pour les amis c'était rien, quoi. Et même si t'étais dans un milieu assez rural, c'est ça que je comprends au Québec, l'entourage les amis de tes parents et l'entourage, ils étaient ok. Alors les amis de mes parents, j'en sais rien. Et tu parlais de quels amis alors? Ah, mes amis à moi. Okay. Mes amis à moi. Et il faut un coming out, c'est pas juste sa famille, c'est aussi les gens qu'on fréquente tout le temps, à qui on l'a jamais dit, tout d'un coup on le dit. Tu l'as fait à quel âge ton coming out? Bonne question. 17 ans. Et t'es arrivé en France depuis combien de temps? Depuis 22 ans. Ah merde, faut que je calcule. Du coup, t'es arrivé en France à quel âge? J'avais quasiment 14. 14 ans. Oui.
Est-ce que tu peux prendre ton téléphone, ou tiens, je vais te donner le mien, pour que tu regardes la couverture du podcast. Ah, tu veux que je choisisse les emojis? Et j'aimerais en effet que tu me racontes, que tu me dises toutes les emojis. Attends. Il est où mon podcast? Il est là. Je te montre la couverture du podcast et j'aimerais que tu commences déjà par me dire chacune des emojis qui représentent ta sexualité, qui racontent ta sexualité actuelle. Et après, je te demanderai de me les expliquer. Mais déjà, liste-moi toutes les emojis qui te correspondent. Il y en a plusieurs, énormément plusieurs. Alors, j'ai aucune idée pourquoi il y a une feuille d'érable là. Mais ça n'a aucun rapport. Mais, 420, 420, cannabis. Ah, ok. Ouais, bah non. Mais en vrai, t'es pas le premier. Tout le monde me dit c'est quoi cette feuille. À mon avis, je me suis planté. À mon avis, moi, ça dit quelque chose pour moi, mais ça dit pas pour les autres. Bah, oui. Donc, c'est quoi les emojis qui correspondent pour toi? Bah, déjà, il y a les deux mecs ensemble. Alors, je me doute bien que de base, pour tout le monde, ça représente le couple. Moi, ça représente mes couples. J'ai 2 chéris dans ma vie et je pourrais commence les par mettre les là. lister. Juste les lister, d'accord. Ouais. Juste les lister. Forcément, à quelque part, l'aubergine, le nounours, le petit devil, le smiling imp, comme on dit en français, le petit Diable. Merci. Et les shines, peut-être le cadenas. Et je pense que c'est pas mal. Ouais, j'aurais pu dire le feu, ça a l'air facile, mais non. J'aurais pu dire l'arc-en-ciel, mais non. Pourquoi pas le feu et l'arc-en-ciel? Et puis la flèche du haut pour top, parce que ça me correspond à moi. Pourquoi pas le feu et l'arc-en-ciel? Parce que quand les gens me disent « Ah ouais, c'est chaud », à chaque fois, j'ai l'impression que c'est normal, que les choses sont comme normales pour moi, que tout est naturel et je vois pas quelque chose de plus chaud en fait. Tu vois, je mets pas ça au-dessus, je mets pas ça de... Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu racontes aux gens qui leur font dire « Oh là là, c'est chaud ». Peu importe, je raconte ce que je fais, je raconte mes pratiques, je raconte des pratiques hard, des pratiques BDSM, des trucs. Vas-y, raconte. Je raconte ça à des gens qui ont envie de le vivre. J'aurais cru que tu voudrais en parler dans un plus tard, mais okay. On est là pourquoi? On est là pourquoi, Alex? Non, mais plus tard, je veux dire juste après quoi. Mais bah là maintenant, raconte-moi les emojis. Donc top. Tu ne fais que pénétrer, t'es jamais pénétré? Ouais. Dans ma vie, ça a été très très rare que je sois passif. Et ça pourrait encore arriver. Juste parce que c'est pas mon truc. Il faut que je sois très bien. Il faut que j'ai envie. Il faut que... et puis, avec le temps, il s'est développé quelque chose où c'est un peu spécial et que je donne pas ça à n'importe qui et que... Tu le donnes à qui aujourd'hui? Ah non, ça je le dirais pas. Ah non, bah non, je te dis, ça c'est assez... Là, c'est hyper personnel. Parce que du coup, c'est vraiment une sélection de personnes... Ah ouais, je peux encore les compter sans utiliser tous les doigts de ma main aujourd'hui sur les 10 dernières années, le nombre de personnes. Bon, voilà. Et sans du coup dévoiler quelque chose que tu voudrais pas dévoiler, mais c'est quoi les critères nécessaires pour que tu offres à l'autre cette pénétration, que tu sois passif? Faut être très proche. Très très proche. Avoir cette relation qui est pas une domination où l'autre attend forcément de moi que je fasse quelque chose de lui. Il faut... Ouais, je pense que ça peut se résumer à ça. C'est déjà 2 gros critères très difficiles à atteindre en fait. Tu viens de mentionner la domination. C'est quoi quelle est la place de la domination dans ta sexualité? On en revient à la question de juste avant, sur le BDSM, où là, c'est un sujet mais hyper large, c'est hyper vaste. Il y a toujours une espèce de... Mais raconte-moi, tes pratiques. Donc, dans la domination sur les emojis, c'est les chaînes? En fait, j'essaie de placer un peu l'image globale pour montrer que je suis un peu partout là-dedans, ou presque. Il y a énormément de choses qui m'intéressent. Donc, BDSM déjà, bondage domination, bondage discipline, domination soumission, et puis sadomasochisme.
Et donc le SM, tout le monde connaît à peu près. Il y en a plein qui me posent des questions. Ah bon, c'est quoi ce truc? Bah c'est avoir du plaisir, soit en provoquant, soit en recevant de la douleur. Et toi, du coup? Donc moi, du coup, je suis plutôt celui qui provoque la douleur chez l'autre. Alors provoquer, ça va être, ça peut être une douleur psychologique, hein, une violence psychologique, une bonne baffe qui laisse aucune marque, qui fait pas mal plus de 10 secondes ou 5, mais qui sur le coup va secouer, sur le coup va et donc ça peut être ça peut être une fessée, ça peut être après ça peut aller plus loin, ça peut aller sur des coups de ceinture, ça peut être sur des choses. Ça, aujourd'hui, c'est des choses que tu pratiques régulièrement. Régulièrement, pas assez à mon goût. Faut trouver quelqu'un qui est suffisamment masochiste et qui a envie, parce que qui a envie de faire ce chemin-là avec moi, de faire un peu des expériences pour plusieurs, et puis pour certains qui sont vraiment à fond, il y en a qui me demandent aussi d'aller très très vite, trop loin, et ça m'intéresse pas. Moi, j'aime bien qu'il y ait une espèce de progression, qu'on prenne le temps de se connaître, que je teste les limites, que voilà, c'est malgré qu'on ait l'impression que dans le terme il y a une domination, donc il y en a un qui décide et l'autre qui se laisse faire, c'est faux en fait. C'est une interaction. Si je fouette les fesses de quelqu'un, la réaction me donne plein d'informations. À quel point c'était bon pour lui ou pas, à quel point c'était douloureux pour lui ou pas, parce que les deux sont forcément compatibles dans ces jeux-là. Est-ce que je suis allé trop loin? Est-ce que je suis pas allé assez loin? Est-ce que je dois rajouter autre chose? Est-ce que juste ce geste-là était suffisant, ou est-ce que je dois rajouter une forme de contrôle, une forme d'humiliation, des insultes, quelque chose? Est-ce que c'est quand même un jeu de rôle? C'est un jeu de rôle pour quasiment tout le monde. Il y en a qui le vivent comme si c'était leur identité, mais on va pas se voiler la face. C'est quand même un jeu de rôle. On a tous nos vies civiles. On est tous des êtres libres. Et à un moment donné, il y en a qui choisissent de se laisser dominer par d'autres. Et là, tu es en train de parler pour les autres, c'est-à-dire pour toi, c'est un jeu de rôle. Pour moi, c'est un jeu de rôle. Je t'invite vraiment dans cet échange à parler pour toi. Il faut se mettre dans le. Il faut que je me mette forcément dans un état d'esprit exprès. Tu fais pas ça comme ça. Tu discutes normalement avec quelqu'un que tu vois pour la première fois, et après il est à quatre pattes devant toi, nu ou en sous-vêtements ou peu importe, ou même habillé, mais il y a des positions, des choses qui sont pas naturelles, pas habituelles en tout cas, et on fait pas ça en claquant des doigts. Donc il faut se mettre dans un état d'esprit, ce qu'on appelle le headspace, à la fois pour le soumis, pour qu'il se laisse faire, qu'il exprime aussi, son désir et une autre partie de sa personnalité, et à la fois forcément pour le dominant, pour qu'il prenne en position, qu'il prenne en main vraiment son rôle, son attitude, les gestes, les bons réflexes. Faut être attentif parce qu'il faut jouer safe. Donc on fait pas ce qu'on veut n'importe comment, parce qu'on a parfois la vie de quelqu'un entre les mains qui demande des choses un peu fortes. Et puis il faut également rester dans le rôle, parce qu'il faut avoir l'air vrai. Il faut pour soi sentir que c'est vrai. Il faut pour l'autre sentir que c'est vrai. Il faut que ça a l'air sérieux, quoi. Ça a l'air d'être quand même très exigeant, technique. C'est technique, ouais. On est d'accord. Il est où le plaisir pour toi là-dedans? Ah ben, je pense qu'il y a un kiff sur le technique, justement. Je pense qu'il y a un gros plaisir aussi sur le fait de pouvoir prendre possession de l'autre, même temporairement. C'est à plusieurs échelles, en fait. C'est là que c'est plaisant, parce que dans mon esprit HPI qui est à plein de levels tout le temps, qui pense à toutes sortes de choses, ça me... HPI au potentiel intellectuel, et donc un des gros symptômes, c'est si on peut appeler ça un symptôme, on va dire caractéristique. Une des grosses caractéristiques, c'est une pensée en arborescence. Donc tu me dis un truc et je pense à plein de choses à la fois. Ça part dans tous les sens, un peu comme un éclair, tu vois. Et en un instant, je vais
je vais penser à tellement de choses que je peux vite m'éparpiller. Sur un moment comme ça, où je dois penser à plusieurs choses dans un même objectif, je garde plus le focus. Donc, il y a aussi un intérêt là de me recentrer, de me mettre dans une bulle, d'oublier tout le reste parce que c'est là, ça se passe là. Il se passe ça, c'est maintenant. Et je dois être attentif à 18 choses en même temps au minimum. Mais ça, tu pourrais l'avoir avec un rapport sexuel d'une autre nature. Bien sûr, bien sûr. Du coup, c'est quoi la différence? Pourquoi ton plaisir, il est plus accru? Déjà, c'est plutôt une question. Quel est le pourcentage de tes rapports sexuels où tu es dominant? Oh, je dirais 80-90. Okay. Est-ce que tu trouves que ton plaisir est plus aigu dans un rapport domination-soumission que dans un rapport d'une autre nature? Oui. Pourquoi? La complexité de la chose rend le moment plus unique. Attends, c'est super complexe d'être l'égal d'un autre ou d'une autre et d'avoir pour objectif de lui faire plaisir, de se faire plaisir. C'est super complexe, non? Mais c'est déjà complexe déjà de base en fait. Juste sur du sexe normal, les gens ont déjà du mal à comprendre l'autre et ouais, ça reste complexe aussi en BDSM, mais la complexité est différente. Je peux te challenger parce que je trouve qu'au contraire, les rôles sont tellement bien définis que c'est super simple en fait. Non. Chacun a son rôle. Non. Je dis pas que c'est pas technique, hein. Je dis pas qu'il n'y a pas un art. Je dis pas qu'il y a pas, tu vois. Mais la complexité, au final, chacun a son rôle. Et même s'il y a une écoute et l'importance du consentement, etc., c'est beaucoup plus simple que si on est d'égal à égal. Tu trouves pas? J'irais pas dire qu'il y a un art et non, c'est pas simple parce que il y a une multitude de pratiques. On réalise pas entre le bondage, mais pas toutes les façons de faire du bondage avec pas toutes les habitudes. Il y en a qui veulent juste se faire attacher au lit pour genre avoir l'impression de pas avoir le choix, mais quand même avoir l'impression de pouvoir se défaire quand même au cas où parce que bon ben faut qu'ils se sentent bien. Il y en a qui veulent vraiment avoir le sentiment que faut surtout pas qu'ils puissent sortir du truc, ils veulent se sentir ficelés comme un saucisson. Non mais c'est ça, hein, et il y en a qui s'imaginent tout plein de scotch, enrobé de scotch, momifié de scotch, voilà, ouais. Ça sera ça le terme, des pieds à la tête et qui vont rester là 2 ou 3 heures, mais à un moment donné, faut les sortir, faut décider de les sortir, faut avoir un moyen de communication. Voilà, tu vois, juste ça, le côté bondage, restriction, contrôle des mouvements du corps. Juste ça, c'est énorme tout ce qu'on peut faire. T'as pas l'impression... Chacun va avoir ses fantasmes, chacun va avoir ses envies. Et puis après, là je t'ai parlé de ça, mais il y a plein d'autres champs de pratiques et types de soumission. Hein. J'entends complètement qu'il y a plein de champs, mais une fois que tu as échangé avec un partenaire et que vous avez un champ commun, moi, ce sur quoi j'aimerais que tu réagisses, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des codes très très clairs qui simplifient beaucoup le rapport sexuel, même s'il reste complexe car humain. Ne trouves-tu pas que dans le BDSM, dans chacune de ces pratiques, les codes sont tellement bien définis que du coup ça simplifie? Ta réponse est non. Ma réponse est toujours non. Il y a trop de gens qui s'imaginent que justement c'est carré, c'est comme ci, c'est comme ça et c'est tout. Qui se disent non mais moi je suis soumis, j'ai pas mon mot à dire. Bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Peut-être que tu as eu affaire à des dominants qui te laissent jamais le choix, qui veulent que ça se passe comme ça et pas autrement. C'est leur façon de faire et rien d'autre. C'est au moment où ils veulent, quand ça les arrange. Et pourtant, c'est pas comme ça. Et moi, j'ai aussi besoin d'un échange. Donc, j'ai besoin d'une participation de l'autre. Et là, juste là, de dire, on va faire telle pratique de telle façon, le code n'est pas le même pour tout le monde. Et même au-delà des apparences, d'une communauté à l'autre, d'un couple à l'autre, d'un groupe d'amis à l'autre qui irait jusque-là, mais les codes sont pas les mêmes, les habitudes sont pas les mêmes, c'est en fonction de chacun. Et en fait, on se crée un ensemble de codes dans la relation. Et si éventuellement on est, je sais pas, peut-être dans une association ou dans un groupe qui se voit régulièrement, à un moment donné, on connaît tel individu, tout le monde sait que lui, ses codes, c'est ça. Et finalement, on finit par se les définir soi-même et être capable un jour de les exprimer. Et justement, la rencontre est difficile parce qu'il faut que chacun puisse exprimer un peu
pas seulement ce qu'il veut, mais ses codes à lui aussi, et ses fantasmes du moment qui évoluent dans le temps, qui changent tout le temps. Donc la clé, c'est la communication. Ah ben toujours, toujours. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que les couples hétéros ou homo qui pratiquent le BDSM tiennent plus longtemps et mieux que les autres parce qu'ils ont plus de facilité dans la communication. Tu me disais tout à l'heure que tu faisais 85% du temps de la domination. Qu'est-ce qui se passe pendant les 15% restants? Ça dépend. Ben, en fait, avec mes amoureux, c'est pas forcément toujours de la domination tout le temps. Ça peut être autre chose, ça peut être très tendre, ça peut être très doux. Donc c'est ça en fait, c'est plus vanilla avec Vanilla. Vanilla, bah le classique quoi. Enfin le vanilla sexe, tu sais, le vanille, c'est la saveur sur laquelle on n'aura jamais de débat. Il y a forcément quelqu'un qui aime pas la vanille, mais c'est assez rare, en fait. C'est le truc que tout le monde aime d'habitude. C'est pour ça qu'on appelle le sexe conventionnel le sexe vanille. Voilà. Ok. Et je crois que c'est anglo-saxon comme terme, mais... Si on revient du coup sur les emojis, je ne laisse pas ta magnifique pensée en arborescence nous emmener où tu as envie. aussi, attention. on a parlé, je crois, du aubergine, parce que... Tu m'as demandé pourquoi pas le feu, j'ai répondu. Et pourquoi pas l'arc-en-ciel parce que je me sens plus homosexuel que je me sentirais gay. Tu vois, le cliché gay qui existe peut-être moins aujourd'hui, c'est peut-être une bonne chose à quelque part. Mais... voilà, je vais souhaiter défendre, je vais souhaiter voir les mentalités évoluer, mais je vais pas revendiquer ça comme étant toute ma vie parce que c'est mon unique cercle social, mes uniques activités, contrairement à une époque où il y avait peut-être une séparation un peu plus flagrante entre des communautés gays et des communautés, on va dire, hétéros, conservatrice ordinaire, enfin on imagine le truc. Sinon l'aubergine, bah parce que j'ai des commentaires réguliers sur mon gros sexe, tout simplement. C'est quoi, en vrai, c'est quoi un gros sexe? Qui est le chef des sexes qui a dit les gars, au-dessus de ça, c'est gros? L'habitude des gens, je pense. Ouais. Ça c'est un sujet général sur ce que les gens vont penser de ce que c'est que la norme. Quelqu'un qui a eu 3 partenaires dans sa vie, qui avait que des sexes entre 18 et 21 se dit c'est ça la taille et se dit tous les autres ils sont petits. Ouais. Donc ça m'est arrivé de croiser des gens qui le trouvaient assez ordinaire et ça m'est plutôt largement arrivé de me faire dire ben quand même t'es bien membré et pourtant bon je suis habitué donc je me rends pas compte et il y a d'autres mecs à qui j'ai dit oh wow qu'est-ce que t'es large et qui m'ont regardé genre bah tu peux parler toi et en vrai on n'a pas le même rapport avec le sien que par rapport à quand on le regarde en face. Je pourrais jamais regarder le mien en face de près. Si tu peux faire une vidéo. Oui mais c'est pas pareil, c'est pas. Et puis ça change quelque chose pour toi d'avoir un gros sexe? Je sais pas. T'es fier? Qu'est-ce que non. Enfin, j'en rigole tout le temps. Les gens peuvent pas voir, mais dès que t'as dit ça, t'as quand même eu, tu t'es illuminé. Parce que ça m'amuse en fait. Ouais. Ça m'amuse. Je sais qu'à quelque part physiquement j'ai de la chance là-dessus. Je suis pas, j'ai pas un corps de Dieu, mais j'ai un peu une chance là-dessus. Je le revendique pas parce que je le mets pas sur mon profil, j'envoie pas ma bite aux gens pour leur donner envie, c'est pas mon argument de vente. Du moment où je m'entends avec quelqu'un, qu'on est sur le point de se voir et que par curiosité, ils sont mettons 4 sur 5 à être curieux quand même, ils vont me dire tu fais quelle taille ta queue, je leur dis les dimensions. Et ils font ah tu veux pas dire là sur le podcast? Bah je sais pas, je suis pas habitué d'avoir ce genre de propos, mais sinon 19 par 4,5. Je sais pas ce que ça. Ouais, c'est quoi 4,5? C'est la largeur? Oui. Ouais c'est ça. Ok. Et tu l'as mesuré comment ta largeur? Je l'ai avec un double décimètre. Bah qu'est-ce que tu crois? Mais c'est très imprécis alors ta mesure. C'est imprécis jusqu'au jour où j'ai eu un pied à coulisses et que j'ai fait ah ouais c'est ça.
Super. Toi, ça te donne confiance d'avoir un gros sexe? Ça aide ta vie sexuelle ou pas? Je saurais pas te dire. Est-ce que ça m'aide vraiment? Non, je crois pas, parce que comme je te dis, je m'en sers pas pour m'en vanter ou pour attirer les autres. Donc, je pense pas. Ça pourrait aider si, je pense, hein, parce que je suis bien conscient que ça en attire plusieurs. Ça pourrait aider si je faisais des plans sexe plus classiques et que je voulais faire de la quantité et que je me foutais pas mal de la qualité et que je voulais baiser tout le monde. Et ça serait peut-être facile dans ces cas-là. Enfin facile, plus facile. Mais de toute façon, c'est pas mon délire et j'ai besoin d'avoir une proximité avec les gens pour un plan. J'ai besoin que ça se construise un peu en avance. J'ai besoin que les choses soient un peu poussées. C'est pour ça que j'aime le BDSM aussi, parce que ça se construit. C'est un trip qu'on se crée à deux. C'est un fantasme qu'on se nourrit à deux. Pourquoi t'as dit peut-être le Canada, excuse-moi, peut-être le cadenas. Pourquoi peut-être? Bah, c'est un lapsus pas très étonnant. Oui, d'accord. Pourquoi le cadenas? Dit peut-être. Oui, parce que il y a beaucoup de mecs qui me demandent si je veux pas être leur key holder, quelqu'un qui tient leur clé, donc pour être en chasteté pendant des périodes prolongées. Donc c'est une petite boîte, genre une petite cage que tu mets sur ton sexe. Bah, qui se mettent eux sur leur sexe. Ouais. C'est pas moi mais ils demandent quelqu'un pour garder les clés. Et donc on me le demande souvent. On dirait que c'est une mode là depuis 3 ans qui est très. Je dis 3 ans parce que ça date d'avant, hein, mais que je trouve que c'est très répandu, c'est très courant. En tout cas dans les pays de la Loire. Non, c'est national, même international, c'est assez impressionnant le nombre de fabricants de ces cages-là qui se sont multipliés et de contrefaçons qui existent sur AliExpress et autres. Ah ouais, c'est. Mais il y avait une histoire comme ça, non, d'une cage. J'avais lu ça quelque part. D'une cage connectée et en fait d'une contrefaçon, et en tout cas il y avait eu un problème technique qui a fait que tu pouvais donner ton code à quelqu'un. Et là, en fait, il y a plein d'hommes qui sont restés coincés et la cage ne fonctionnant plus, le code ne déverrouillant pas. T'as entendu parler de ça? Il y avait eu un hack, ouais, sur leur serveur, je crois. Ah ouais? Mais parce que c'était une cage connectée qui pouvait se contrôler à distance. Donc, quelqu'un qui a un partenaire à distance, qui devient son key holder, mais c'est une clé qui devient virtuelle à quelque part. Donc, on a une appli et vas-y, je te l'ouvre. Et puis faut l'entretenir quand même parce que c'est contre la peau tout ça, donc faut laver, faut nettoyer, faut entretenir et puis au bout d'un certain temps, vas-y, je refixe le truc. Et donc les hackers ont fait quoi? Mais alors j'ai plus les détails en tête. Ils sont allés parler, ils ont trouvé les gens, ils lui ont demandé une rançon. Ah non, je crois pas. Pour libérer leur sexe? Non, c'était juste un truc qui était sur les serveurs qui empêchait en fait que ça fonctionne. Mais il me semble que c'était un hack, oui. Okay. À vérifier. Alors, toi, ça t'excite ou pas? On te le demande beaucoup, tu le fais? On me le demande beaucoup, je le fais peu. C'est hyper complexe. Si on veut parler de chasteté, c'est un sujet hyper complexe. Non, mais toi, t'aimes la complexité, je comprends pas. Ouais, mais là ça devient trop difficile. Le fantasme, il est hyper simple. Là, on est vraiment sur un fantasme simple par rapport à d'autres choses où les mecs voudraient être en cage de manière prolongée, point. Et après, et le fantasme, c'est je n'ai pas le contrôle sur mon érection? Ouais, par exemple, je n'ai pas le contrôle sur ma masturbation, par exemple. Pas de contrôle sur son plaisir, obligé d'aller chercher le plaisir autrement. Il y en a qui pensent qu'ils sont plus soumis ou plus excités parce qu'ils peuvent pas se branler 1, 2, 3 fois par jour selon les gens. Et là où c'est complexe techniquement, c'est que c'est une partie qui est très fragile, avec de la peau très fine, que ce soit sur le sexe ou sur les couilles, que ça bouge tout le temps, c'est-à-dire que les dimensions changent tout le temps en fonction de la température, de la météo, de la santé, et il y en a qui ont des petits sexes qui vont jamais trouver de cage, il y en a qui ont des gros sexes qui vont jamais trouver de cage. Il y en a qui arrivent quand même à trouver du plaisir, même s'ils sont dedans,
pensent qu'en la secouant un peu, ça fait des vibrations, ça frotte un peu et ça leur suffit. Il y en a qui ont vraiment besoin de pouvoir tirer la peau et de pouvoir lever le prépuce et de faire un mouvement pour de vrai. Et donc là, Et du coup, toi, c'est non parce que quoi? Moi, c'est pas que c'est non parce que c'est juste, il y en a plein qui me le proposent et je sens que ils ont pas calculé en fait. Ils aimeraient bien acheter une cage, ils savent pas encore laquelle. Ils ont pas encore trouvé une cage qui leur va. Il va peut-être falloir qu'ils fassent 12 essais. Ils vont abandonner au bout du 2e. Ils me demandent ce que j'en pense. Ils me demandent si je peux être le key holder. Je leur dis, on va voir déjà. T'en es où là-dedans? C'est quoi vraiment ton délire? Ah, j'aimerais bien et je suis pas équipé. Non, d'accord. Mais là, même si j'en ai une à te filer, je suis même pas sûr qu'elle te fasse. Donc ça coupe court au trip et en fait ça demande tellement d'essais-erreurs, faut quand même donner un peu de dévouement à son délire pour réussir à trouver le bon équilibre, le moyen de pas en sortir. T'as perdu ce que tu voulais dire. Attends, ça y est, c'est revenu. Tu me montrais les 2 hommes, tu parlais de tes amoureux. Oui. Aujourd'hui, tu vis ta sexualité dans tes couples et hors de tes couples. Tout à fait. Est-ce que tu veux nous... Je sais pas. Je suis en couple depuis 11 ans et depuis, je réfléchis, 5 ans. Donc c'est pas un trouble parce qu'il y a pas... C'est pas quelque chose à 3, c'est quelque chose à 2. C'est ce qu'on appelle dans le polyamour, c'est ce qu'on appelle un polycule. Un polycule, c'est quand des relations polyamoureuses font que tu peux tracer une sorte de graphe qui va forcément se finir à un moment donné, avec peut-être que celui-là il est qu'avec une personne, mais cette personne-là elle est avec une autre ou peut-être 2 autres personnes et chacun comme ça on finit par avoir un graphe. Donc on ne pas confondre avec la fécule. Je ne vois pas le rapport, mais en gros, les 2 sont amoureux de toi, voilà, et entre eux, ils sont pas amoureux. Exactement. Donc, on forme un polycule de 3 personnes. Donc après, des fois, je dis polycule, des fois, je dis troupe, des fois, j'ai pas envie que ce soit chiant. À quelque part, il y a plein de relations polyamoureuses qui se vivent un peu chacun chez soi, mais on se voit quand on veut bien. Des fois, on vit ensemble, des fois pas. C'est quoi ton cas, toi? Il y a des équilibres différents et nous, on vit tous les 3 sous le même toit depuis 4 ans. Et c'est génial. Et on dort dans le même lit et on s'imagine que ça va durer très longtemps comme ça. C'est pas une période, quoi. C'est 4 ans quand même à vivre ensemble. Ouais, c'est quelque chose. Et pourquoi c'est important pour toi, et ma question est chargée de normes volontairement, pourquoi c'est important pour toi d'avoir de la sexualité hors de tes couples? Et peut-être que dit de façon un peu plus provocateur, t'as déjà 2 personnes avec qui faire du sexe à la maison, pourquoi tu vas chercher ailleurs? D'abord parce que j'aime la diversité et que je ne pourrais pas me limiter à seulement ce que je peux avoir là sur l'instant avec l'un ou l'autre. Il y a forcément quelque chose, il y a forcément des choses que j'ai envie d'explorer que je peux pas explorer parce que ça les intéresse pas. Puis je vais quand même pas leur demander de se forcer pour moi parce que vas-y, fais-moi plaisir, c'est pas le délire. Donc, parce que toi t'es dominant, mais pour toi être dominant, c'est avoir le plein consentement éclairé. Donc si la personne n'a pas envie de faire quelque chose, elle le fait pas. Ah évidemment, sinon c'est un peu un viol ou de la manipulation ou quelque chose, en tout cas c'est malsain. Mais est-ce que un soumis a pas du plaisir à donner du plaisir à l'autre et donc si c'est pas exactement son plaisir, il fait kiffer son dominant? Il n'y a pas du tout cette trame qui peut se faire. Ça existe. J'ai rarement croisé des mecs qui disent non mais fais-moi tout ce que tu veux. Voilà, moi ce que je veux c'est te faire plaisir. Et pour moi c'est très compliqué parce que j'ai besoin de me projeter à 2. J'ai besoin d'avoir un départ. Il y a tellement de possibilités que je vais partir dans tous les sens. Donc soit j'ai suffisamment d'informations pour décider quelque chose tout seul en me disant ok ça je pense que ça va le faire. Une fois qu'on se connaît bien ça part sur autre chose, il n'y a pas de problème. Ou alors je vais quand même gratter, je vais essayer d'avoir des trucs. Puis si franchement je vois que il veut une communication qui va que dans un sens, genre je décide, il va faire, j'abandonne. Même s'il me plaît, même si là je peux rien faire quoi parce que j'ai besoin de cet échange, j'ai besoin d'une forme d'équilibre. J'ai besoin de créer le moment, quoi.
Et il y avait ton autre question aussi, enfin, pour y revenir, c'est pas parce que j'en ai deux que je vais forcément avoir envie en même temps qu'eux et inversement. Ça m'est arrivé certains soirs d'avoir très envie de me dire bah tiens je vais aller vers l'un à tel moment, ça devrait lui faire plaisir, tout ça. J'essaie de créer l'envie un peu d'avance, il va se coucher, je le rejoins et bah en fait il a pas envie. Bon bah d'accord, écoute, c'est pas grave. Et je me dis bah tant qu'à faire, est-ce que je pourrais pas parce que j'ai envie. J'en parle à l'autre, qu'est-ce qu'il veut, ah ben il a pas envie non plus. Bon en même temps, là ce coup-là, j'ai pas préparé d'avance avec le deuxième et donc je comprends que lui il était en train de faire autre chose, là il est dans sa bulle sur son ordi à faire des trucs. Puis moi je débarque à le tripoter et bah oh t'as pas envie, bon d'accord, bah, je force personne. Bon bah je me l'avais sous le bras. Comme ça pourrait arriver en couple, c'est pas parce qu'il y en a un deuxième que c'est forcément un plan de secours. Ils sont tous les deux, ils se définissent tous les deux dans leur sexualité soumis. Oui. Pas seulement, mais oui. Ça veut dire quoi, pas seulement? Qu'il y en a un des deux qui pourrait dominer un peu. Par contre, il est que passif. Il prend du plaisir que passif. Et il a déjà été actif avec un mec. J'étais là. Et c'est tout. On finit sur les emojis. Est-ce que t'as l'impression, c'est ok qu'on les fasse pas toutes, est-ce qu'il y en a une dont t'as pas parlé et qui manque vraiment au tableau pour qu'on comprenne ta sexualité d'aujourd'hui? J'aimerais bien parler des nounours. J'ai toujours aimé les nounours. Ouais. Les bonbons? Ah non, les mecs. Ah. Excuse-moi, j'ai oublié le thème de mon propre podcast. Non, je sais pas, j'avais l'impression qu'on parlait d'autre chose. Ok. C'est quoi un nounours pour toi? C'est quoi un nounours? Bah, je pense pas que j'ai besoin de donner de définition. C'est des mecs qui vont être un peu ronds, parfois barbus, parfois non, parfois poilus, parfois non. C'est toi, quoi, non? Bah moi, je me définis pas comme nounours. Je peux te décrire physiquement? Si tu veux, bien sûr. T'as une barbe? Oui. T'es un peu rond, mais pas trop. Ouais. Moi, j'ai un petit ventre, on est d'accord. Ok. Le nounours, d'habitude, très souvent, il va juste, il va avoir du ventre, mais il va pas nécessairement chercher à s'en débarrasser. Ça a peut-être toujours fait partie de son corps. Moi, ça a pas toujours fait partie de mon corps. C'est un truc qui a quelques années et dont je me débarrasse tranquillement. Là, ça baisse tranquillement. Mon poids normal, il est pas à ce que je fais actuellement. Et c'est pas un objectif pour moi de devenir plus rond ou autre. Mais j'aime bien les nounours. Et en fait, il y a deux choses. À la fois l'occasion là avec ma voix de défendre un physique qui est peut-être pas populaire, mais en fait, il y a des jugements qui traînent et ça me gave. Alors, il y en a qui vont dire grossophobie s'ils veulent, mais juste le jugement de dire ça me dégoûte ou ça me... Tu vois, genre, attends, explique-toi, dans les personnes que tu côtoies, t'as beaucoup de gens qui sont contre, enfin qui disent je trouve ça pas beau un nounours, c'est ça? Qui vont dire moi un mec gros ça me dégoûte, ou qui vont dire bah non il est pas mon genre, il est trop gros. Mais tu vois, il y a deux phrases là. La première, moi, elle me dégoûte, c'est une forme d'intolérance qui crache ta haine et ça m'énerve. La deuxième, c'est juste ça l'intéresse pas, ben ça t'intéresse pas, tu vas pas te forcer quoi. De la même manière que quand j'étais plus jeune, il y avait plein de mecs beaucoup plus vieux qui venaient me voir et j'ai toujours préféré les gens qui étaient plutôt de mon âge ou un poil plus jeunes et ceux qui sont donc quand j'avais 22, ceux qui avaient 30 ans, ça m'intéressait pas. Quand j'avais 28, ceux qui avaient 32, ça m'intéressait pas. Pourtant c'est pas si loin hein, mais bon. Et là j'en ai 36, ceux qui en ont 40, ça me dit rien. Voilà, c'est comme ça. Et donc, toujours est-il que je choisis pas en fait mon attirance. Je suis attiré par des gens parce qu'ils m'attirent, c'est tout. Sur toutes les personnes, tu as combien de partenaires par mois, par exemple? Oh, par mois, au complet. Mettons qu'on dit presque 3. Okay. Si tu veux faire une moyenne, j'en ai pas nécessairement. Parce qu'en août, tu fermes boutique.
Non. Trop chaud. En août, c'est la période la plus facile pour rencontrer. Ok. En décembre, c'est vraiment compliqué. Les gens ont froid, ils sont chez eux. Non, justement, les gens, ils ont envie, ils ont froid. Quand ils commencent à avoir froid et je reçois plus de demandes, genre vers octobre, là, quand il commence à faire froid, je reçois plus de demandes. Bon, il y a aussi l'approche des vacances. Il y a des choses qui coïncident qui font que, hey, t'as envie d'un plan ce soir? Bah non, je fais pas de plan à l'arrache. Et d'autres qui me connaissent un peu, qui disent, ah, tiens, dans 2 semaines, c'est les vacances, je suis dispo tel jour. Et là, on discute un peu. Sur les 3 par mois, il y en a combien qui sont nounours? Oh, ça dépend. Non, ça, je calcule pas. Tu kiffes bien, mais c'est pas ton seul... Ouais, c'est ça, c'est pas mon seul, c'est pas mes seules rencontres, quoi. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir de la nouveauté? Parce que là, j'imagine qu'à force de rencontrer des gens, tu pourrais avoir des amants, des personnes régulières. Est-ce que tu pratiques ça ou tu aimes bien le sexe de la nouveauté? En plus, tu dis, j'aime bien avoir eu le temps d'établir un lien. Pourquoi t'as pas une série d'amants? Bah, c'est un peu le cas. En fait, je préfère la qualité à la quantité. Donc, étant donné que je vais avoir des pratiques pour lesquelles les partenaires sont pas faciles à trouver, ils sont un peu partout. Quelle pratique? C'est toi, ce que t'aimes, c'est de donner de la douleur? Bah non, bah pas seulement le SM, mais juste la domination. Ça peut être certains fétiches aussi autour du cuir ou du latex ou il peut y avoir toutes sortes de choses. Mais il me manque une emoji alors? Bah peut-être, mais en même temps, si tu voulais faire toutes les pratiques possibles, il te manque au moins 14 emojis là. Lesquels il manque pour vraiment parler de ta sexualité? Toi, les points clés, c'est t'aimes être dominant, t'aimes le cuir et le latex? Je sais pas si j'aime le cuir et le latex. J'aime bien sur les autres, j'aime moins en porter, mais j'apprends à en porter là. C'est récent ça dans ma vie sexuelle. C'est un peu nouveau. Il y a des choses que j'aime bien, il y a des choses que j'ai envie d'essayer, mais il faut se donner l'occasion. C'est un peu cher et puis c'est pas nécessairement une envie hyper présente. C'est pas nécessairement un truc je connais des fétichistes pour qui quand ils ont découvert le latex, c'était toute leur vie. Mais pour moi, c'est pas ton cas. Tu nous as décrit, tu nous as décrit ta sexualité aujourd'hui. Si tu regardes le chemin parcouru, est-ce que tu vois des moments clés ou des raisons clés ou des événements clés qui expliquent là où tu en es aujourd'hui? Que ça soit des moments difficiles, des souffrances, du rejet ou au contraire des grandes joies, des rencontres. Comment t'es devenu Monsieur Domination? Monsieur Domination. Faudra peut-être m'appeler comme ça. Par hasard, tu marchais, t'es tombé dedans quand t'étais petit. Comment ça s'est passé? Ouais, c'était un peu ça. Par hasard, tout petit, j'avais déjà une attirance pour le bondage sur moi, sur les autres. Je comprenais pas, mais j'étais enfant, j'avais des érections avec ça, quoi. J'avais du plaisir, mais je comprenais pas ce qui m'arrivait. Non, attends, explique-moi, je comprends pas. T'es enfant, c'est-à-dire t'as quel âge? Oh, je sais pas, 8-10 ans, je pense. Et à 8-10 ans, comment tu découvres le bandage? Comment tu te donnes ces érections? Tu prends ton drap et tu te mets dedans? Non. C'est des scènes, c'est des images, c'est jouer au cow-boy avec d'autres enfants et se retrouver attaché au poteau et se dire oula, ah, il y a un truc là. Qu'est-ce qui fait que ça m'attire? Comment ça se fait que ça crée ça crée une forme de plaisir, mais je sais pas pourquoi, je sais pas l'exprimer, je sais pas à quoi ça correspond. Et donc forcément, en grandissant, il y a des explorations, il y a des choses qui apparaissent, mais il y a pas de moment clé. Ça a toujours été pour moi une recherche très intime, très personnelle, très discrète, étape par étape. Et puis un porno un peu différent, tiens, il m'intéresse plus. Oula, ça va loin, on arrête. Tiens, des histoires en ligne. Il y a des choses que je connais pas. Tiens, ça veut dire quoi ça? Et une exploration au fur et à mesure sur les pratiques, sur ce qui pourrait m'intéresser et comment je me positionne. Ensuite, il y a eu forcément le passage au concret un jour où je commence à expliquer à un ex que ça m'intéresse, que j'ai envie d'aller plus loin avec ça, que je vais essayer des choses, mais que je sais pas quoi faire. Et puis qui me dit ok, allons-y, et on a exploré un peu ensemble, on a eu des bases ensemble. Ensuite je me retrouve célibataire et alors qu'avec lui j'avais exploré un côté dominant et soumis,
une fois que j'ai eu un peu de recul, j'ai fini par dire ouais, mais en fait quand on me propose d'être soumis, ça m'intéresse pas, donc c'est pas mon truc en fait. J'aime bien avoir le contrôle, je veux pas me le laisser faire par n'importe qui, c'est moins mon truc. Comment t'as fait dans ton chemin pour ne pas te laisser influencer par la norme? T'es d'accord que les fétiches et les pratiques sexuelles que t'as décrites, même si elles sont de plus en plus socialement acceptées et de moins en moins non conventionnelles, elles restent quand même non conventionnelles. Est-ce que pour toi, le rapport à la normalité, comment t'as fait pour gérer ça en fait? Bah, c'est la partie où j'ai dit j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance qu'on me dise, tu sais, dans la vie, il y a des gens, ils sont différents et c'est normal. J'ai eu la chance... C'est tes parents à qui t'as parlé de BDSM qui t'ont répondu non. ça? Mais c'est sûr que non. Qui t'a dit? Je parle d'un aspect de ma personnalité tout à fait générique, tout à fait civil, si on veut, où j'ai baigné dans un environnement où en fait la différence des autres devait être normale, donc ma différence à moi, quelle qu'elle soit, c'était à moi de la trouver, de la définir, et qu'il y avait pas de limite. Voilà, donc j'avais pas ni à me sentir mal, ni à m'excuser de quoi que ce soit, ou à me dire okay, comment ça se fait, je suis hors norme. J'avais pas envie d'être dans les normes déjà. Et tu vois, si moi j'avais envie de reproduire ça autour de moi, concrètement, c'est ton entourage, tes parents jeunes qui ont mis des mots en disant c'est ok, la différence, c'est par des mots, ou bien est-ce que eux-mêmes sont une incarnation de la différence et donc ils racontaient leur histoire, leur anormalité entre guillemets, et ça t'a inspiré? Non, c'était juste dans les années 90, on essayait de dire aux jeunes sois toi-même tout le temps, donc à force de sois toi-même, j'ai décidé d'être moi-même tout simplement. Il y en a qui voulaient absolument coller dans le moule social pour être dans certains groupes, pour garder certains amis, mais moi j'avais pas envie de ça. Alors après qu'est-ce qu'il y avait vraiment autour de moi, je saurais pas dire, mais il y a forcément une répétition de la part des parents, mais une répétition aussi de la part de ce qu'il y a autour de moi. Et puis après avec les amis à qui on s'identifie quand on est enfant, ado, jeune adulte, ben même là je me disais juste non, moi je suis pas comme ça, je sais peut-être pas ce que je suis, mais en tout cas, je suis pas comme ça. Et je savais que j'étais pas conventionnel et que je voulais autre chose. Pourquoi c'était important pour toi de participer à ce podcast? Tu as dit là tout à l'heure, c'est un cheminement très intime, avec toi-même, seul. Pourquoi avoir participé au podcast? Pourquoi pas? Parce que tu me l'as proposé, parce qu'on avait une occasion, parce que je sais que j'ai un certain recul que tout le monde n'arrive pas nécessairement à avoir, et si j'ai l'occasion d'en parler à des gens curieux, intéressés, bonjour à vous. Et tu leur dis quoi d'autre? Je leur dis quoi d'autre? Aujourd'hui? Ouais. Ah non, mais puisque tu as un recul que peut-être d'autres n'ont pas, ça serait quoi le ou les messages clés que tu aimerais partager? La communication, c'est la clé dans tout, absolument tout, peu importe qui vous êtes, qui vous aimez, ce que vous souhaitez. Il faut trouver les mots. Vous avez le droit de pas trouver les mots tout de suite. Laissez-vous le temps. Entourez-vous de gens qui vous soutiennent quoi qu'il arrive, et n'allez pas vous en vouloir d'être différent, d'aimer certaines choses. N'allez pas essayer de rentrer dans un moule qui est pas le vôtre. Et je sais que pour certains c'est plus difficile que pour d'autres. Je sais qu'il y en a qui se sentent entourés dans des univers, dans des bulles tellement normés, tellement cadrés. Ils s'imaginent pas vivre autrement, alors qu'en fait c'est leur désir. Et bon, la route sera difficile pour vous, mais si franchement c'est votre cheminement, vous y arriverez, quoi. Soyez juste vous-même, c'est hyper important. En fait, c'est hyper important d'être épanoui, peu importe ce qu'on fait. Et ça vaut aussi bien être épanoui dans le reste de sa vie que dans sa vie sexuelle.
comme d'être épanoui dans sa vie sexuelle, j'ai envie de dire absente pour ceux qui n'aiment vraiment pas ça, parce qu'il y en a. Hein, il y a des asexuels et qui le vivent très bien, donc on les fait pas chier avec ça. Et il y en a qui préfèrent avoir des relations sexuelles une fois tous les 3 ans. Et si c'est ça qui vous plaît, allez-y, quoi. En avant. Est-ce que je peux souligner une contradiction? Quoi? Est-ce que je peux te gratouiller avec une contradiction? Oui, bien sûr. Tu as un discours vraiment d'alignement, d'inspiration. Pourquoi, pourtant, avoir décidé d'être anonyme sur ce podcast? Parce que je suis un poil trop unique dans ma vie, un peu trop facile à trouver, et que c'était plutôt ça qui m'embêtait en fait. Mais si tu conseilles à d'autres, allez-y, et que toi-même t'y vas pas. Parce que c'est un cheminement et que je suis pas arrivé au bout. Il y a 2 jours, j'ai rencontré quelqu'un de super, dont j'ai pas l'accord pour donner son nom et qui est plutôt queer, qui fait toutes sortes d'activités plutôt artistiques, pour reprendre ses mots, autour du sexe et du porno, mais pas que, qui revendique complètement son identité, sa vie, ses activités professionnelles. Et moi, je l'écoutais me parler de tout ça et j'étais un peu admiratif de me dire c'est génial de pouvoir se montrer comme ça. Il y a plein de choses où j'ai pas envie de devoir assumer ma vie sexuelle face à tout le monde. Moi, ça me définit pas. C'est pas mon travail, c'est pas ce que je fais au quotidien, même si ça fait partie de moi au quotidien, ça fait partie de moi, mais dans des cercles de gens initiés. Et c'est très facile de discuter avec des gens initiés et des gens non initiés qui comprendraient pas. J'ai pas envie d'être obligé de les éduquer, de leur expliquer des choses, alors que de toute façon, il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses à comprendre, il y a tellement de choses à remettre en question dans ce qu'ils s'imaginent de la réalité et du monde. Trop de travail. Voilà, j'ai pas envie de ça. Je fais mon malin et je vais juste remettre l'église au milieu du village. Je crois que c'est ça l'expression. Moi non plus, j'ai pas fait un épisode qui raconte mon chemin de sexualité. Tu pourrais me renvoyer la même chose, tu vois. Oui, c'est vrai, d'accord, oui. Et donc, du coup, non, c'était juste parce que je t'ai gratouillé. Du coup, je me renvoie à ma propre question. Si tu te gratouilles toi-même, je t'en prie. Et je me gratouille quand même. J'ai une dernière question pour toi. Oui. Imagine, on se retrouve dans 5 ans, Alex. Tu aimerais me raconter quoi? Tu aimerais qu'il soit devenu quoi sur ton chemin de sexualité dans les 5 prochaines années? C'est précis et imprécis. Alors, il y a quelques quelques pratiques que j'aimerais peut-être faire, mais en fait, j'aimerais... j'ai pas envie de tout citer. Pourquoi? Parce que je suis pas prêt, parce que je l'ai pas encore fait, parce que c'est un peu récent. Si t'es anonyme, je comprends pas. Même. Et c'est tout. Je suis pas prêt, c'est tout. Voilà. Okay. Et cependant, il y a quand même des pratiques que j'aimerais perfectionner. Par exemple, en bondage, il y a plein de choses que je fais pas encore et que je veux apprendre à faire. Je commençais à maîtriser quand même certains nœuds, certaines choses, certaines positions. J'ai adopté quelques techniques. Là, je veux changer de type de corde. Je veux pouvoir faire des suspensions. J'aimerais bien faire des choses plus jolies, donc ça veut dire un poil plus parfaite. Attends, plus proche du shibari que du bondage en fait. C'est quoi joli? Joli, je cherche shibari, qui est plus l'art du bondage que juste attacher quelqu'un pour le plaisir. Mais Alex, moi ce qui m'intéresse, c'est ta définition de joli. C'est quoi ta définition d'un homme que t'as attaché et que ça fait joli? Faut que tu vois en fait les cordes. C'est ce que je te dis, c'est ce que je suis en train de faire. Donc justement, cherche shibari, tu vas déjà avoir la réponse tout de suite en voyant les images. Et en fait, ça se voit sur la manière dont ça peut mettre en valeur le corps de l'autre, la manière dont on peut avoir certains nœuds qui vont donner des formes qui vont finalement quasiment être un tissage et qui change finalement l'aspect. Parce que un nœud tout seul, c'est rien, mais quand tu commences à en faire 16 les uns derrière les autres, d'une certaine façon, t'arrives à un motif, t'arrives à quelque chose. Donc si t'arrives à répéter le motif, à le faire dans certains sens, et il y a quelque chose de beau en fait qui peut ressortir de là. Et c'est pour ça qu'il y en a qui maîtrisent cet art-là. Là, moi, je m'y intéresse. Je faisais plus du bondage. J'aimerais bien aller vers le shibari.
C'est une exploration. C'est ton chemin pour les 5 prochaines années? C'est un de mes chemins pour les 5 prochaines années. J'ai pas envie de faire que ça. Est-ce que tu dirais que t'es épanoui sexuellement aujourd'hui? Ah, carrément. Ah, ben oui. Ah, oui. C'est sûr que, comme plein de gens, j'aimerais bien en faire plus. De sexe? Oui. Oui. Plus de rencontres, plus de sexe, plus d'occasions, plus de... J'aimerais bien m'investir plus dans la communauté BDSM en France, BDSM / fétichiste. Et j'ai des opportunités qui commencent à se créer, mais il faut du réseau, faut rencontrer des gens, faut avoir quelque chose à apporter et savoir qu'est-ce qu'on peut apporter. Et il y a encore plein de chantiers là-dessus, c'est un sujet infini. Sur la communauté BDSM fétiche, est-ce que je dis vrai si je dis que c'est un regroupement de gens pour aider à vivre une sexualité épanouie, de consentement, à accepter d'être un peu hors norme, à se retrouver entre soi? Et est-ce qu'il y a peut-être aussi des aspects militants, c'est-à-dire d'être reconnu par l'autre comme pas si anormal que ça? Il y a un peu de ça. Mais l'aspect militant principal que je semble voir, c'est réduire les pratiques à risque. Ou réduire les risques, en tout cas. Et quels qu'ils soient, hein. C'est des gens, en fait, qui disent, OK, je suis dominant. Mais il y a pas mal de trucs comme ça. Des gens qui se disent BDSM sur les réseaux de rencontres, qui disent je suis dominant. Et en fait, qui ne gèrent pas du tout le consentement, qui font un peu de l'abattage, je sais pas, du truc de viande. C'est ça, les pratiques à risque? Alors, pratique à risque, si tu veux voir essentiellement le risque sur la santé sexuelle, si tu veux, donc tout ce qui va être IST, tout ça. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les pratiques vraiment à risque du style tout ce qui va être breath control, breath play, le contrôle de la respiration, les jeux autour du contrôle de la respiration. Ça, c'est des trucs hyper dangereux. Il y a une dizaine de morts par an. C'est méga grave en fait. Et tout récemment, on n'a pas encore le fin mot de l'histoire, mais on pense qu'on a perdu un ami à cause de ça. Et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais tout porte à croire selon la police que ça serait ça. Et ça, c'est un de plus parmi d'autres en fait. Comment on fait pour réduire ces risques-là? C'est quoi? C'est de l'information pour que le dominant qui fait du contrôle de respiration le fasse bien? C'est quoi? Comme tout, faut éduquer en fait. Faut que tous les soumis soient alertes sur leurs vrais droits. Hein? C'est-à-dire que personne ne se mettra au-dessus de la loi, même si le dominant il veut vous forcer à faire un truc, ben ça reste du viol. Ça reste une violence. Si vous voulez pas la subir, ben c'est pas légal, c'est tout. Que le dominant, malgré sa position de pouvoir et malgré que c'est lui qui tient les rênes et tout, s'il en abuse, c'est punissable ou au moins répressible. Et puis donc déjà les soumis qui puissent être capables de reconnaître leurs limites pour être capables d'identifier les potentiels agresseurs, les potentiels mauvais. Mais il n'y a pas juste ces histoires de consentement, il y a aussi juste connaître les risques de manière large sur la prise de certaines drogues ou sur justement le breath control et parfois les deux mélangés parce que ça va ensemble. Et ça, connaître ça, ça permettrait déjà d'être plus à même d'éviter les erreurs, d'éviter de mourir quoi, tout simplement. Il y a 4 ans quand j'ai emménagé, il y avait quelqu'un pas très loin de chez moi, un jeune que je comptais rencontrer. Puis finalement, on se donne pas de nouvelles et j'apprends 2 mois plus tard qu'il y avait une enquête, qu'il était mort seul chez lui parce qu'il a essayé de jouer avec tu sais les petits siphons à chantilly là. Ça fait un effet, ce truc-là. C'est quoi? Alors, j'ai pas tous les mots techniques, c'est pas un truc que je maîtrise et donc un truc que j'ai pas intention de pratiquer non plus, mais les siphons à chantilly. Il y a un truc sous pression, une espèce de petite bonbonne, là. Et donc, il y a des pratiques où tu peux respirer ça et en fait, il y a des risques quand même de faire un arrêt cardiaque. Donc, il aurait joué à ça seul chez lui et on le retrouvait chez lui enfermé de l'intérieur tout ça et c'est pas quelqu'un qui l'a abandonné là quoi.
S'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie d'investiguer ces pratiques, de les faire dans la joie, dans le plaisir, est-ce que tu peux me conseiller un livre ou un site internet, juste une ressource que tu trouves stylée et qui pour toi, tu vois, est inspirante et donne envie d'avoir du plaisir dans le consentement et tout? Malheureusement, non. Pas assez à mon goût. J'ai créé mon propre blog, mais je trouve que c'est mal placé de venir... Mais non, pas du tout. Eh bien, je mettrai... mon autopromo. Mais non, pas du tout. Au contraire. Alors, Au contraire. J'ai masterzoreg.club, donc master, Z-O-R-E-G.club. Et donc c'est un blog que j'ai commencé il y a 1 an. Je voulais faire un article par mois, je suis pas trop à jour, mais mon but c'était ça, c'était créer un blog pour poser les bases, pour justement donner des références, des définitions, venir expliquer que vous vivez bien les choses comme vous voulez, qu'il n'y a pas de rôle prédéfini. Tu vois, tout le discours que je t'ai fait, c'est des trucs que j'essaie déjà de transmettre là-dessus. Je le mettrai dans le descriptif de l'épisode. Avec plaisir. Est-ce que tu veux le mot de la fin? Est-ce que tu veux conclure sur quelque chose? Je suis pas préparé. Et je vais dire ça. Je suis pas préparé. Non, mais c'est vrai. Non, mais si tu veux un mot de la fin, c'est de toute façon, attendez pas d'être prêt avant de faire un truc, mais préparez-vous un minimum quand même, parce que sinon on est un peu pris au dépourvu comme ça, comme quand c'est le temps de donner un mot de la fin. Et c'est super important en fait parce que ça joue sur votre confiance en soi et essayez en vous, essayez de jauger. À un moment donné, peut-être que vous avez trop confiance en vous et que vous êtes en train de partir sur un délire peut-être dangereux ou peut-être juste que vous êtes pas prêt, que vous allez le regretter. Enfin, il y a toutes sortes de choses. Et puis essayez pas d'être trop prêt. Vous avez pas besoin d'être un pro des cordes pour commencer à faire des trucs avec des cordes. Mais renseignez-vous un minimum pour éviter les risques, pour éviter que quelqu'un soit strangulé devant vous, mais que c'était pas volontaire ou. Tout est une question de mesure. Voilà. Merci. Mais avec plaisir. Trop bien. Trop cool.